Nous sommes maintenant ce soir à la dernière des conférences de ce cycle Pensée du monde. Quel avenir pour nos frontières, que nous avons conçu avec Michel Fouché, que je remercie très sincèrement pour sa fidélité, sa présence constante et son acuité à débattre avec l'ensemble des intervenants. Et donc ce soir, eh bien, nous allons terminer quelque chose et commencer quelque chose. Terminer le cycle avec donc Barbara Cassin, qui est philosophe, philologue, écrivain. Vous pourrez voir un certain nombre de ses livres qui sont sur les tables de la librairie Maupetit Actes Sud tout à l'heure. De la nostalgie il n'y a pas le dictionnaire, le vocabulaire européen de la philosophie, dit le dictionnaire des intradisibles dont elle parlera, mais il y a beaucoup d'autres de ses livres, et puis les livres sur la frontière de Michel Fouché. Donc nous terminons ce cycle autour de la question des langues, de la traduction, du savoir-faire avec les différences. Et en même temps, nous commençons quelque chose, puisque certains d'entre vous savent déjà que Barbara Cassin est la commissaire scientifique de l'exposition Après Babel Traduire, qui sera inaugurée au MUSEM à la mi-décembre de cette année. Et nous préparons d'ailleurs tout un grand cycle de rencontres qui aura lieu en janvier-février. Vous savez, c'est ici qu'on a monté avec l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Donc, place à Barbara Cassin et à Michel Fouché pour 50 minutes, 1 heure, et puis Michel Fouché ensuite posera les premières questions, et vous aurez ensuite la parole pour interroger Barbara Cassin. Et puis il y a toujours comme ça une séance de signature et de dialogue plus singulier autour des livres. Je vous souhaite une bonne soirée. Pensez à éteindre vos téléphones portables, puisque ces rencontres sont toutes filmées et ensuite diffusées sur le site du MUSEM et sur le site de Mediapart, qui est notre partenaire média pour ce cycle Pensée du monde, et qui les diffuse bien soigneusement et qui ont vraiment là aussi un grand écho. Belle soirée à vous. Merci. Je suis très heureuse d'être là et d'être au MUSEM et de parler des frontières, de tenter d'en parler en philosophe. La frontière, d'abord quelques mots sur ce que c'est pour un philosophe. Je pense que c'est un peu haut. Une frontière, c'est un objet intelligent. Une limite entre un dedans et un dehors, bon, ça peut être un front, hein, même une ligne de front, mais c'est une mise en rapport et une interaction. Et le dedans et le dehors ne sont pas fixes, ce sont des effets de position, ce sont des effets de point de vue, non pas des essences, comme on dirait en tant que philosophe. Je ne parle pas des contingences historiques, des arbitraires géographiques, je parle du fait que le dehors devient le dedans et le dedans le dehors selon l'endroit de la frontière où on se place. La frontière, c'est un objet intelligent pour un philosophe parce que c'est un objet dialectique, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas les choses en place. C'est un seuil, une limite, une différence et les moyens de s'en affranchir. Et cela, si j'avais à répondre à la question « l'avenir de nos frontières », je dirais surtout que ça reste ce genre d'objet intelligent. Et pour moi, le rapport entre les langues, c'est-à-dire la traduction, c'est un très bon exemple de, disons, dialectique de la frontière. Le passage d'une langue à l'autre, le entre, qui est absolument déterminant pour la traduction, eh bien, voilà, pour moi, un très bon modèle de frontière, et c'est ce modèle que j'ai voulu explorer pour terminer ce cycle sur la frontière. Je voudrais mettre tout ce que je vais raconter sous le signe d'une phrase attendue, sans doute, une phrase boussole, qui m'a servi de boussole, en effet, une phrase d'Umberto Eco, dont nous regrettons à la fois l'intelligence qui était faite de plaisir et d'invention. Cette phrase qu'il a seulement prononcée, qu'il n'a jamais écrite, c'est « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». La langue de l'Europe, c'est la traduction. À comprendre comme mettant à l'écart, refusant 3 Europes insupportables qui sont pourtant les nôtres et qui s'emboîtent. La première, c'est une Europe en morceaux,
avec des identités morcelées, des langues qui sont en puzzle et qui ne communiquent pas. La deuxième, c'est une Europe globalisée, c'est-à-dire qui ne parle qu'une pseudo-langue de communication, le globish, le global English, c'est-à-dire une Europe qui a perdu son identité. Et la troisième, c'est une Europe forteresse qui se protège de tout ce qui est un dehors étonnant, ou dehors tout court. Donc, des identités morcelées, une identité perdue ou une identité meurtrière. Eh bien, nous expérimentons les trois ensemble. La traduction dont parle Eco, c'est ce qui assure un autre type d'Europe, différenciée et perméable, constituée à travers ces différences. Et c'est pour cela que j'ai voulu, ou que je suis très heureuse, de faire au MUSEM cette exposition sur la traduction. Parce que l'histoire de la traduction, c'est l'histoire de l'Europe et c'est l'histoire de la Méditerranée. La Méditerranée, ce sont les routes de la traduction, Translatio Studiorum, vous savez, les routes de la traduction comme les routes de la soie, qui nous font parcourir la Grèce, Rome, le monde arabe et leur mélange, et leur manière de s'articuler en deuxième grande idée, en savoir-faire avec les différences. Donc, la traduction, c'est l'histoire de la Méditerranée, l'histoire de notre civilisation, d'une part, sa constitution, et d'autre part, c'est une immense leçon de politique, savoir-faire avec les différences. Juste un mot pour expliquer ce que je veux dire. Hannah Arendt disait que la politique, le politique même, disait-elle, repose sur un fait, la pluralité humaine. Et pour pluralité, elle le commentait immédiatement par le mot de Verschiedenheit, c'est-à-dire diversité. Elle disait par exemple, dans son journal de pensée, alors elle le dit en anglais, elle le dit en allemand, elle le dit dans toutes les langues. En anglais, par exemple, elle dit « If man », si l'homme is the topic of philosophy, est le sujet de la philosophie, and men, au pluriel, les hommes, the subject of politics, ce dont traite la politique, then, alors, totalitarianism signifies a victory of philosophy over politics and not the other way around. Le totalitarisme, ça signifie une victoire de la philosophie. C'est moi, philosophe, qui vous parle. Une victoire de la philosophie sur la politique et non pas dans l'autre sens. Et elle ajoutait, alors en allemand cette fois, Politik handelt von dem Zusammen- und Miteinandersein der Verschieden. La politique traite de la mise ensemble et de l'interaction du divers. Verschiedenheit, ce mot, diversité, c'est celui qui dit chez Humboldt, chez Gottfried Wilhelm Humboldt, le grand linguiste de la fin du XIXe siècle, qui dit la différence des langues. La traduction est par rapport aux langues ce que la politique est par rapport aux hommes. Et c'est cela que je voudrais commenter, si vous me le permettez, de trois manières. La première manière, trois manières qui sont, disons, des expériences de vie, mes expériences par rapport à la traduction. Un peu de storytelling, si vous voulez. La première manière, ma première expérience, c'est mon expérience d'helléniste. Et à partir d'elle, je voudrais vous montrer ce que c'est que l'invention du barbare par rapport au logos grec. Ma deuxième expérience, c'est celle d'inventeur, de concepteur, de fabricant du dictionnaire des intraduisibles dont Thierry Fabre nous parlait à l'instant. Et là, ce dont je voudrais vous parler, c'est ce qui se passe quand on prend en considération le fait qu'il y a plus d'une langue. Donc, quand on est humboldtien. Et ma troisième expérience, qui est à peine commencée, c'est mon expérience de commissaire d'exposition au MUSEM, où je voudrais
essayer de vous montrer de manière un peu plus visuelle ce qui se passe quand on essaye de mettre en représentation le entre. Avec juste un mot pour commenter le entre, pour que vous l'entendiez tout de suite. Entre, c'est entre donc, l'impératif du verbe entrer, intrare en latin, et c'est entre, stationner entre, inter, la préposition, et les deux mots ont la même racine. Stationner entre et entrer donc. On l'oublie. Alors je commence par mon expérience d'helléniste. En fait, c'est la première fois que j'ai eu rapport à la traduction, en 4e, quand j'ai commencé à apprendre le grec. Et ce rapport était médiatisé par mon père, qui était un peu helléniste, mais pas beaucoup, et qui avait ce génie de parcourir Paris en voiture pour trouver la traduction du texte qu'on me demandait de traduire. Donc il la rapportait, et on s'asseyait avec une ou plusieurs traductions, ce qu'il avait trouvé, et le texte grec qu'il y avait à traduire. Bon. Incroyablement intelligent comme exercice. On voit une œuvre dans sa langue, il faut l'approprier à une autre langue, et on a sur sa table des manières de parcourir ce entre, avec évidemment l'exigence de ne pas se faire prendre, il ne faut pas copier, on ne va pas recopier, donc on va trouver la bonne distance. Et pour ça, il faut comprendre, mais il faut vraiment comprendre. Et c'est cet espace qui se situait entre les deux langues, qui m'a vraiment permis de rentrer à l'intérieur, dedans, les textes grecs. Et si j'ai une prière à adresser aux faiseurs de manuels, c'est surtout qu'ils mettent des vrais textes. Je crains les épis, vous savez, les enseignements les enseignements interdisciplinaires. Voilà, merci. Ces enseignements pratiques interdisciplinaires, je les crains simplement parce que je crains qu'on n'ait plus jamais, quand on fera quelque chose qui ressemblera à du grec, contact avec des textes. Et c'est les textes qui vous apprennent comment penser, qui vous apprennent ce que c'est qu'une langue, qui vous apprennent comment vous pensez. Donc, s'il vous plaît, faiseurs de manuels, mettez même des mauvais poèmes comme Daffodils, mais mettez des textes, mettez autre chose que « Let's go to the pictures ». Alors, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler en philosophie langue grecque. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que je trouvais si extraordinaire, c'est-à-dire le rapport entre la langue et la pensée, les Grecs avaient un nom pour ça, logos. Logos a été traduit par les latins ratio et oratio, raison et discours. C'est vraiment ça, logos. Et si vous cherchez dans un dictionnaire, dans le Bailly par exemple, j'ai relevé les équivalents de logos. Alors je vous en dis, je ne vous les dis même pas tous. Discours, langue, parole, rationalité, raison, intelligence, fondement, motif, proportion, calcul, compte, valeur, rapport, relation, récit, thèse, raisonnement, argument, explication, énoncé, proposition, définition, terme, phrase, mot. Bon. Logos, c'est A sur B égale C sur D. C'est une analogie de proportion. C'est une proportion, une ratio, comme on dit. Et de là, sortent, s'agglomèrent tous ces sens. Probablement, tous les grands mots de civilisation sont polysémiques. Tao, je trouverais l'équivalent. Mais ce qui se passe en grec, c'est que ça a été approprié par un certain type de philosophie. Et je voudrais vous lire l'une des phrases qui est aussi une expérience vécue parce qu'après tout, j'étais au séminaire du Thor avec Martin Heidegger et que donc, je ne l'ai pas entendu dire cela, mais j'ai travaillé avec lui. Et
je voudrais vous lire l'une des phrases qui m'a le plus philosophiquement terrifiée. C'est une phrase qu'il a écrite en 1930, je vous la lis dans la traduction d'Emmanuel Martineau, dans un texte qui s'appelle « De l'essence de la liberté humaine, introduction à la philosophie ». Et au fond, cette phrase est son commentaire de Logos. Je cite « La langue grecque est philosophique. Autrement dit, elle n'a pas été investie par de la terminologie philosophique, mais elle philosophait elle-même, déjà, en tant que langue et que configuration de langue. Et autant vaut de toute langue authentique, naturellement à des degrés divers. Ce degré se mesure à la profondeur et à la puissance de l'existence d'un peuple et d'une race qui parlent la langue et existent en elle. Des Volkes und Stammes, der die Sprache spricht und in ihr existiert. Ce caractère de profondeur et de créativité philosophique de la langue grecque, nous ne le retrouvons que dans notre langue allemande. Donc, le grec et l'allemand plus grec que le grec quand on veut faire de la philosophie. C'est l'une des choses que le grec peut faire entendre, le logos. Un universel, mais qui, comme tout universel, exclut. Le livre que je suis en train de faire maintenant s'appelle « Éloge de la traduction, compliquer l'universel ». Et il est issu de cette idée que le modèle d'universel qu'est le logos, Aristote dit « tous les hommes, l'homme est un animal doué de logos ». Tous les hommes désirent naturellement savoir. L'homme est un animal doué de logos. Ce sont des phrases magnifiques. Mais ces phrases magnifiques sont des phrases qui ne fonctionnent, dont l'universalité ne fonctionne que par et sur une exclusion. Et c'est cela que je voudrais tenter de décrire maintenant. Cette exclusion, c'est l'invention du barbare. Momigliano, Arnoldo Momigliano, un admirable historien des Grecs, de la Grèce, dans un livre non moins admirable qui s'intitule « Sagesse barbare », définit les Grecs comme fièrement monolingues. C'est ça le point. Les Grecs parlaient le logos. Donc la langue. Il faudrait peut-être presque prendre Lacan pour comprendre ça. Lacan parle de la une femme. Eh bien voilà, là on est dans la une langue. Hellenizein, en grec, veut dire parler grec, s'exprimer en grec, en langue grecque. Mais cela veut dire simultanément parler correctement. Par exemple, ne pas faire de barbarisme. Être cultivé, bien penser et penser bien, être un homme comme vous et moi, si j'ose dire, être un homme. Hellenizein, c'est parler grec, être un homme. Et c'est là où on se rend compte que l'universel est toujours l'universel de quelqu'un, appropriable et approprié. Face à Hellenizein, Barbaros et Barbarizein. Celui qui n'hellénise pas est un barbare. Et son nom est fait sur l'onomatopée incompréhensible bla bla bla. Barbara. Cette inintelligibilité confine à l'inintelligence. C'est toujours ça le point. Je lis quelques phrases. Une phrase que Platon met dans la bouche d'Aspasie, dans le Ménexène. Aspasie, c'est la maîtresse de Périclès, dans tous les sens du terme. Elle dit «
Nous vivons en grec authentique, elle fait l'apologie d'Athènes. Nous vivons en grec authentique, sans mélange de sang barbare, d'où le fait que la haine pure à l'égard de la nature étrangère soit constitutive de notre cité. 245 D, Ménon, Platon. Bien sûr caricatural, mais vous comprenez pourquoi Nicole Leroux travaillait sur la manière dont Marie-France Tirbois s'appropriait les propos grecs. Propos de fond national s'il en est. Deuxième phrase, beaucoup plus intelligente, celle d'Isocrate. Pour lui, il ne s'agit pas, avec la différence grecque barbare, d'une différence de nature, mais d'une différence de culture. Et voilà ce qu'il dit dans son panégyrique. On préfère appeler grecs ceux qui ont part à l'éducation, paideia, qui est la nôtre, plutôt que ceux qui partagent notre commune nature. Grand progrès. On peut se naturaliser grec par la culture, il n'y a qu'à s'assimiler. Simplement, quand on continue à lire le panégyrique d'Isocrate, on voit que les barbares, en tant que barbares, restent mous, vaincus, châtiés, lâches, ridicules. Évidemment, ils peuvent s'helléniser, mais enfin, en tant que barbares, voilà ce qu'ils sont. Alors, les Grecs font quand même mieux que Aspasie, mieux qu'Isocrate, avec en particulier Antiphon, le sophiste sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et dont on a découvert assez récemment un bout de papyrus en 1989, ça se trouve. Bon. Et voilà ce qu'il dit. Alors Antiphon est considéré comme un anarchiste par les Grecs anciens. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Les lois, les coutumes, de ceux qui demeurent loin, nous ne les connaissons pas et nous ne les respectons pas. En quoi nous barbarisons ?» Et il invente ce mot, « bebarbarometa ». En quoi nous barbarisons les uns à l'égard des autres, alors que par nature en tout cas, tous, en tout, de la même manière, nous nous trouvons naturellement être et barbares et grecs. Nature commune, barbariser, c'est ne pas respecter l'autre. J'attire juste votre attention sur cela. C'est beaucoup mieux, mais le trait imparable de l'ethnocentrisme, c'est qu'il appelle ça barbariser. Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas ça helléniser ? Vous venez de voir que c'était tout à fait ce qui était contenu dans Hellenizein. Donc, un universel enraciné dans la langue, tel que la langue devienne un facteur d'exclusion. C'est cela dont nous héritons. Et je voudrais le prendre juste pour le confirmer d'un autre point de vue, le point de vue du rapport entre barbares et esclaves dans le monde grec. Au livre 1 de la Politique, Aristote dit que les esclaves par nature, il y en a, ce n'est pas les vaincus de la guerre en général, ce ne sont pas les grands guerriers qu'on trouve asservis. Non, il y a des esclaves par nature. Ces esclaves par nature, ce sont, dit-il, des objets de propriété animés. Ce sont les hommes d'un autre. Et naturellement, les Perses, qui représentent alors les autres des Grecs, les Perses sont naturellement esclaves. Pourquoi ? Eh bien parce que naturellement, c'est-à-dire politiquement, ils sont soumis au grand roi. Ce sont déjà les hommes d'un autre. Le grand roi de Perse, l'empire perse, fait que les gens qui appartiennent, les hommes qui appartiennent à cet empire, sont esclaves, naturellement esclaves. Donc, Aristote, qui est remarquable, expose quand même à la fin de la Politique que, et Marx le reprendra, que si les navettes filaient toutes seules, peut-être il n'aurait pas besoin de penser l'esclave par nature.
Mais le lien entre esclave et étranger et barbare est inscrit jusque dans les mots à nouveau. Et là, je voudrais citer très rapidement Benveniste, Émile Benveniste, dans le vocabulaire des institutions indo-européennes, qui est l'un des livres les plus remarquables que je connaisse. Je cite Benveniste. « Nécessairement étranger, l'esclave porte dans les langues indo-européennes, même modernes, soit un nom étranger, soit un nom d'étranger. Doulos, en grec, ça vient d'une langue d'Asie mineure. Servus, en latin, c'est un mot étrusque. Esclave, c'est slave. Wealth, en anglo-saxon, c'est celte. Un peuple désigne l'esclave par le nom d'un peuple voisin. Nous savons tous que l'Inuit s'appelle lui-même homme et que le barbare est un berbère. Le grec invente le barbare comme celui qui ne comprend pas et qu'on ne comprend pas, dont on n'est pas sûr qu'il parle, dont on n'est pas sûr qu'il soit un homme, comme nous. L'exclusion, c'est la face noire de l'universalité. Dedans, dehors, et en tant qu'helléniste, j'ai choisi d'être plutôt barbare. C'est-à-dire de défaire cette tresse heideggerienne, langue, race, enracinement, et de travailler autrement. Alors, travailler autrement, c'est ma deuxième expérience, c'est de tenter un livre fou, l'expérience des intraduisibles. Non plus un dedans, le logos universel, et un dehors, les barbares, mais un rapport comme celui de la limite, un rapport dedans-dehors, grâce à ce que Deleuze appelle déterritorialisation. Se voir soi-même depuis dehors et voir l'autre, non pas comme un autre soi-même, mais vraiment comme un autre, et se voir soi-même avec les yeux d'un autre. Voilà, pour moi, le bon modèle de la traduction. Et pour que cela puisse exister, il faut plus d'une langue. Non pas le logos, et le logos qui dit ce qu'il y a à dire, qui dit l'être, es gibt sein, dit Heidegger, et c'est le logos qui dit cet être, mais avec Humboldt, un autre constat, il y a des langues. Le langage, je cite Humboldt, se manifeste dans la réalité uniquement comme Verschiedenheit, comme diversité. Donc partir du multiple, du varié, du différent. Et c'est le livre que nous avons tenté de faire, un livre impossible parce qu'il nous a pris 15 ans, parce qu'on était 150, parce qu'on a travaillé autour de 4000 mots ou expressions. Un livre qui part de la différence, des différences, au pluriel, qui part des intraduisibles. Qu'est-ce que c'est les intraduisibles ? Ça n'est pas du tout ce qu'on ne traduit pas, ou ce qui est impossible à traduire, comme logos, aucune révérence. Non, c'est non pas ce qu'on ne traduit pas, mais ce qu'on ne cesse pas de, vous pouvez dire ne pas, si ça vous amuse, ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. Autrement dit, avec les intraduisibles, on se situe après Babel, avec bonheur. Et cela vaut pour tout. Pour les mots les plus ordinaires, du genre bonjour, si je vous dis bonjour, eh bien je vous souhaite une bonne journée, mais je ne vous dis pas salam ou shalom. Je ne vous souhaite pas la paix. Je n'ouvre pas le monde de la même manière. Et si j'étais un grec ancien, je vous dirais kairé, jouis, réjouis-toi. Et si j'étais un latin, je vous dirais vale, porte-toi bien, sois en bonne santé. Rien à voir. On n'ouvre pas le monde de la même manière. Ça va donc depuis le plus petit mot jusqu'aux phrases et à leur construction. L'ordre des mots, la manière dont on assigne le temps ou l'aspect, les genres des noms, voilà les structures des phrases, voilà ce qui constitue des différences fortes et que nous avons tenté d'explorer dans ce livre.
Ce livre est un travail à la fois philosophique et politique. Vous l'avez bien sûr compris. Il est philosophique, très strictement, parce qu'il travaille sur une certaine conception de la langue. La langue n'est pas seulement un moyen de communiquer. La langue, on ne change pas de langue comme on change d'habit. C'est une comparaison de Platon, par exemple. Non. Quand on parle, on fait quelque chose. À vrai dire, chaque langue est quelque chose comme une vision du monde et quelque chose comme un filet de pêche qui ramène d'autres poissons, qui structure autrement le monde. La paix soit avec vous, ça n'est pas bonne journée. Alors, si vous voulez, le monde commun est au moins autant un point d'arrivée qu'un point de départ. Et je voudrais vous citer là une phrase de Humboldt qui m'a guidée tout au long de ce dictionnaire. Dans son fragment de monographie sur les Basques, rien d'étonnant à ce que ça soit une langue difficile, la langue basque, comme le hongrois, très peu non indo-européenne, très étrange, comme ces papillons qu'Alexandre de Humboldt ramenait d'Amazonie. Bon, la langue basque, un étonnement. Eh bien voilà ce que Humboldt tire de la langue basque et ce qu'il dit dans son fragment de monographie sur les Basques. Je cite : « La pluralité des langues est loin de se réduire à une pluralité de désignation d'une chose. Elles sont différentes perspectives de cette même chose. Et quand la chose n'est pas l'objet des sens externes, on a affaire souvent à autant de choses, façonnées par chacune. La diversité des langues est condition immédiate pour nous de la richesse du monde et de la diversité de ce que nous connaissons en lui. Par là s'élargit pour nous l'ère de l'existence humaine et de nouvelles manières de penser et de sentir s'offrent à nous sous des traits déterminés et réels. C'est une longue phrase, excusez-moi, mais vous voyez bien ce qui est en train de se dire là. Quand la langue n'est pas simplement un outil de communication, mais quand on la comprend comme une performance, comme une énergie, comme un travail, et comme un regard sur le monde, alors il se passe tout autre chose quand on met les gens et les langues en rapport. Et c'est cela que je vais tenter tout au long de l'exposition de montrer. Par exemple, en travaillant sur les idiotismes. Qu'est-ce qui pleut ? Il pleut quoi ? Des pierres, des hallebardes, cats and dogs, des bâtons de chaise. Bon. Voilà c'est aussi clair que bonjour. Voilà des appréhensions du monde qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et cela vaut pour tout, y compris pour la philosophie. Là où on croit que justement, on ne travaille que dans l'universel. Eh bien non, on ne philosophe pas en concept, on philosophe en mots. Et quand je dis mind, je ne dis pas tout à fait Geist, et je ne dis pas tout à fait esprit. Et la preuve en est que quand je traduis, par exemple, la phénoménologie des Geistes de Hegel en anglais, eh bien, il y a deux traductions existantes. L'une qui est Phenomenology of the Mind, et alors Hegel est un ancêtre de la philosophie de nos philosophes contemporains analytiques, philosophie de l'esprit. Et quand je traduis Philosophy of the Spirit, alors Hegel est un spiritualiste à tout crin. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a pu le prendre successivement. Donc, vous voyez, ce travail philosophique est un travail véritablement qui remet en question l'universel, soi-disant conceptuel, et qui le replace dans la différence des langues. C'est un travail politique simultanément qui refuse deux Europes dont je vous ai parlé tout à l'heure. La première, c'est l'Europe du globish, du global English,
celle pour laquelle il n'y a qu'une pseudo-langue, et puis des dialectes, par exemple le français, par exemple l'anglais, le vrai anglais. Des dialectes qu'on va parler chez nous, mais entre nous, nous parlerons globish. C'est ce que fait l'Europe, en gros. Et c'est ce qu'elle fait pour une raison très simple, c'est qu'elle évalue. La langue de l'évaluation, c'est le globish. La langue de l'expertise, c'est le globish. Et quand vous faites un dossier à Bruxelles, vous le comprenez. C'est-à-dire que si vous faites un dossier en bon anglais, ça ne marche pas. Non, non. Il faut faire un dossier en globish, avec des issues, des deliverables. Et comme ça, vous avez petite chance, dans les 2 pages de rédaction intelligente que vous proposez, d'avoir un peu de financement. Mais à moins de ça, non. Donc, globish. Non. Et deuxième non, c'est le nationalisme ontologique à la Heidegger, c'est-à-dire des langues plus meilleures les unes que les autres, hiérarchisées. Et Heidegger les hiérarchise par rapport à leur proximité à l'être. Le grec et l'allemand plus grec que le grec. Et il disait volontiers que jamais on ne philosophera en français. Donc, ni globish, ni nationalisme ontologique, voilà le travail politique, si vous voulez, ni expertise bruxelloise, ni hiérarchie. Voilà le côté politique de ce dictionnaire des intraduisibles. Et ce côté politique est exacerbé, ce côté politique, qui était mon intention, ni globish ni nationalisme ontologique, dans le dictionnaire français, est réapproprié lorsque ce dictionnaire des intraduisibles est traduit. Il est traduit en une dizaine de langues. Il y en a 3 qui sont parus, 4. Un bout en arabe. Il a été entièrement publié en américain à Princeton. Il est publié en ukrainien et un premier volume en russe. Il est sous presse dans un tas d'autres langues. Ce qui est très intéressant, c'est ce que veut une langue à un moment donné. Et c'est ça qui est en question à l'intérieur de ces réappropriations. Par exemple, pour l'américain, il s'agit, dans la lignée du dictionnaire français, mais avec un focus beaucoup plus précis, de promouvoir l'English contre le globish. En ukrainien et en russe, il s'agit d'essayer de comprendre la différence entre la langue philosophique ukrainienne et la langue philosophique russe, et d'essayer de les situer l'une par rapport à l'autre. Et ce sont les mêmes équipes russes et ukrainiennes qui travaillent ensemble au dictionnaire ukrainien et au dictionnaire russe. C'est une œuvre de paix qui cherche son financement. Je cherche les financements. Le dictionnaire roumain, qui est sous presse, travaille à comprendre la différence, à comprendre comment s'articule aujourd'hui, où l'Église n'a plus le même pouvoir, le rapport au slavon et le rapport au latin. Le slavon, langue d'église, et le rapport au latin. Le dictionnaire en arabe, dont un premier volume est paru, travaille à comprendre la conceptualisation du droit arabe et de la politique arabe par rapport au droit et à la politique, disons, de l'Europe. Le dictionnaire en portugais, qui est fait au Brésil, cherche à comprendre ce qui arrive à une langue quand elle devient coloniale. Quel type d'intraduction, quel type d'anthropophagie est à l'œuvre. Le dictionnaire hébreu, qui est en train d'essayer de sortir de terre, tente de mesurer la différence entre la langue de la Bible et la langue de l'hébreu quotidien, en travaillant par exemple sur une notion aussi folle, aussi forte, qu'est rêve-rave. Et rêve-rave, désigne ceux qui accompagnent les Hébreux quand ils sortent d'Égypte, les compagnons de route. Et maintenant, aujourd'hui, dans un certain discours d'Israël, cela désigne les ennemis de l'intérieur. Voilà ce que nous essayons de travailler.
Vous voyez à quel point c'est politique, et vous voyez à quel point cela implique qu'on regarde une langue depuis son dehors, qu'on la compare. Et si j'avais 2 phrases à vous livrer pour expliquer cet enjeu, ce seraient 2 phrases de Derrida, de Jacques Derrida. L'une qui est sa définition de la déconstruction, et il dit « Si j'avais une définition elliptique, économique comme un mot d'ordre à donner de la déconstruction, c'est plus d'une langue. » Et ensuite, il l'explicite, je cite le monolinguisme de l'autre, très beau texte, que nous voudrions traduire ici au MUSEM pendant l'exposition, d'une part en hébreu et d'autre part en arabe, avec le rapport entre les traducteurs et entre les langues et entre les traductions. Le monolinguisme de l'autre, il dit, il renvoie à son expérience de jeune juif pied noir en Algérie, à qui l'arabe était enseigné comme langue étrangère facultative. Et il dit « On ne parle jamais une seule langue, on ne parle jamais qu'une seule langue. On me dira, il le commente ainsi, vous êtes un sceptique, un relativiste, un nihiliste. Si vous continuez, on vous mettra dans un département de rhétorique ou de littérature, et si vous insistez, on vous enfermera dans le département de sophistique. » Ça me touche au plus haut point, puisque ceux qui me permettent de lever l'hypothèque Heidegger sur les présocratiques, c'est-à-dire sur le rapport, sur la collusion être, penser, parler, ce sont les sophistes. C'est une autre question et c'est un autre exposé. Mais en tout cas, vous voyez le lien. Donc, plus d'une langue. Et ce plus d'une langue, il le commente, il le reprend en disant, dans Apprendre à vivre enfin, qui est aussi un livre magnifique, qui a été publié après sa mort, et le titre a été choisi évidemment à dessein, il savait qu'il allait mourir. Dans Apprendre à vivre enfin, il explicite le monolinguisme de l'autre en disant « Je n'ai qu'une langue », et en même temps, de façon singulière et exemplaire, cette langue ne m'appartient pas. Une histoire singulière a exacerbé chez moi cette loi universelle, une langue, ça n'appartient pas. Voilà au fond les 2 phrases qui déterminent le dictionnaire des intraduisibles et qui font disjoindre, qui nous engagent à disjoindre langue, race et nation, qui nous engagent à déterritorialiser pour de bon ou à barbariser le logos et à réfléchir avec Hannah Arendt comment on peut avoir pour langue ou avoir sa langue comme patrie, avoir sa langue maternelle, à nul autre pareil, dit-elle, in the back of my mind, elle le dit d'ailleurs en anglais, avoir sa langue comme patrie, et pourtant ne pas la penser comme naturelle à un peuple, comme appartenant. Et elle dit, je ne me suis jamais sentie appartenir à quelque peuple que ce soit, ni allemand, ni juif. Ça ne veut pas du tout dire ne pas appartenir à un État, mais ne pas appartenir à un peuple. Et cet encombrant problème du génie des langues, il est présent dès qu'on parle de plusieurs langues et dès qu'on essaye de montrer ce que c'est que traduire. Dans l'exposition, j'ai essayé de lever cette hypothèque, si vous voulez, du malin génie des langues, en travaillant avec une cinéaste, Nourit Aviv, et les langues des sourds, avec Emmanuelle Laborit, la grande actrice sourd-muette, qui a signé les mêmes termes en plusieurs langues des sourds. Et on voit la différence des langues en affaiblissant le lien langue-peuple. C'est une tentative qui a été faite vraiment pour cette exposition. J'espère que ça sera sensible. Je voudrais simplement conclure cette partie
par une citation d'Hannah Arendt, un peu longue aussi, mais qui met les points sur les i. Elle dit que, au fond, ce qui compte, c'est que toutes les langues puissent être apprises. Et que c'est pour ça qu'une langue, ça n'appartient pas. C'est parce qu'on le peut l'apprendre. Et c'est aussi pour ça que l'essence des choses n'est pas fixe à jamais. C'est aussi pour ça qu'on est dans ce qu'elle appelle la chancelante équivocité du monde. Je vais lire cette phrase. Donc c'est dans son journal de pensée, elle l'a écrite en novembre 50, et ce paragraphe s'intitule « Pluralité des langues ». Elle dit « S'il n'y avait qu'une seule langue, nous serions peut-être plus assurés de l'essence des choses. Ce qui est déterminant, c'est le fait qu'il y ait plusieurs langues, et qu'elles se distinguent non seulement par leur vocabulaire, mais par leur grammaire, c'est-à-dire par leur manière de penser. Et deuxièmement, que toutes les langues puissent être apprises. Au sein d'une communauté humaine homogène, l'essence de la table est indiquée sans équivoque par le mot table. Et pourtant, dès qu'il arrive aux frontières de la communauté, le mot chancelle. Cette équivocité chancelante du monde et l'insécurité de l'homme qui l'habite n'existeraient naturellement pas s'il n'était pas possible d'apprendre les langues étrangères. D'où l'absurdité de la langue universelle, contre la condition humaine, l'uniformisation artificielle et toute puissante de l'équivocité. Après Babel, traduire. Avec un point très fort sur le fait que c'est du dehors qu'on voit les équivoques. Je me suis aperçue après coup que dans le dictionnaire des intraduisibles, au fond, toutes les entrées qu'on avait travaillées, c'était des entrées qui, vues d'à côté, comme logos, étaient équivoques. Par exemple, sens en français. Bon, ben voilà, sens. Bien non. Dès que vous le regardez du dehors, vous vous demandez si ça veut dire signification, meaning, ou bien direction, ou bien sensation. Et vous vous apercevez que, quelquefois, dans les mauvais dictionnaires, en l'occurrence certains Larousse, il y a 3 entrées en français. Il y a 3 entrées comme si c'était 3 mots. Et pas du tout. C'est un seul mot, et pour des raisons historiques du français. Ce mot, sensus, d'où sort ce mot latin, d'où sort le français sens, a servi à traduire le mot grec nous, qui veut dire à la fois intuition, par exemple, flair, le flair du chien d'Ulysse, quand le chien d'Ulysse sent Ulysse, quand Ulysse rentre, le chien d'Ulysse, Argos, tombe mort, raide mort sur son tas de fumier parce qu'il a Noé, son maître. Et ça veut dire aussi l'intuition, noésis noéséos, le dieu d'Aristote, il Noé. Et ça veut dire aussi donc ce qu'il y a à l'intérieur d'un mot, son sens, la direction dans laquelle il faut aller pour l'interpréter. Tout cela, c'est contenu dans nous, qui a été traduit par sensus au moment de la traduction de la Bible, et qui donne sens en français. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit qu'une langue, et là je vais vous citer une phrase à laquelle je tiens particulièrement, qui est une phrase de Jacques Lacan. On croit que c'est difficile, cette phrase, elle ne me paraît pas difficile. Lacan, donc le grand psychanalyste, dans L'Étourdi, avec un T, D-I-T, dans L'Étourdi, dit une langue, virgule, entre autres, avec un S à autre, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. Les équivoques, c'est, au fond, les empreintes digitales des langues. Français, sensus. Et ça se voit depuis une autre. Prenez Pravda. Je me suis battue parce que je voulais que Pravda soit dans vérité. Et j'ai eu tort. Et finalement, Pravda n'est pas sous le chef vérité dans le dictionnaire des intraduisibles parce que les Ukrainiens et les Russes ont gagné. Ils m'ont dit, mais pas du tout, Pravda, ça veut dire justice. C'est pas parce qu'il y a un journal qui s'appelle la Pravda. Hein. Justice, ça veut dire justice parce que ça traduit dikaiosune dans la Bible.
beaucoup de choses passent par la traduction de la Bible, et dans l'exposition du Mucem, beaucoup de choses seront consacrées à ces traductions. Donc, Pravda, ça veut dire vérité en tant que justice. Et d'ailleurs, nous avons un autre mot, ajoute-t-il, pour dire votre vérité qui est faite d'exactitude. C'est istina. Donc, de notre point de vue, russe, ukrainien, votre langue, qui conjoint une vérité de justesse et une vérité d'exactitude, est homonyme. Maintenant, évidemment, de notre point de vue, votre langue russe et ukrainienne, qui conjoint la justice et la vérité, est homonyme. Bon. Donc, c'est cela, le part et d'autre de la frontière. C'est cela, non pas l'essence, mais la position. C'est cela, la chancelante équivocité du monde. C'est le fait que, de part et d'autre, en changeant de point de vue, eh bien, on comprend autrement le monde. Et voilà, à partir de là, si vous voulez, si j'ai un petit peu de temps encore, j'aimerais vous montrer comment on entre dans l'exposition et comment cette exposition est faite à partir ou autour de tout ce que je viens de vous raconter. Cette exposition, elle aurait pu s'appeler « Entre ». C'est un peu énigmatique, mais c'était un beau titre possible. Et donc, elle est bâtie autour de deux grandes idées. L'idée que eh bien, le Mucem, Musée de civilisation de la Méditerranée, va montrer comment la civilisation s'est constituée en tant que traduction, enfin, via la traduction, et d'autre part, va nous montrer aussi comment est-ce qu'on tente avec la traduction de faire quelque chose avec les différences. Alors, elle est faite en trois grandes parties. La première partie... Puis à droite. Oui. La première partie... je suis myope, alors donc j'ai besoin de me rapprocher. Excusez-moi. La première partie, c'est Babel, malédiction ou chance. Vous avez tous compris que c'est une chance. Donc vous voyez cette jolie Babel là, qui a l'air très heureuse. Il faut vous appuyer parce qu'on la voit, c'est pas proche. On la voit pas ? Non, ah bon ? Non, voilà. Là vous avez toujours la suivante. Pardon. Voilà. Donc voilà notre jolie Babel, très heureuse. À côté, elle projettera une ombre maléfique, une autre Babel malheureuse. Et qu'est-ce qui arrive avec les Babel ? Eh bien, voilà par exemple, la tour de Tatlin que nous aurons, qui est le monument, le projet de monument à la Troisième Internationale. Voilà, des Babels malheureuses, des Babels explosées, des Babels chinoises, en l'occurrence. Et voilà comment, dans Politique de la langue, nous allons traiter de barbarie, bla bla bla, avec une œuvre de Mel Bochner, puis un barbare, vous voyez, c'est Nabuchodonosor, celui qui a fait la tour de Babel, mais la tour de Babel est écroulée, et voyez comment il ressemble à un homme singe. Voilà de magnifiques barbares grecs, plus beaux les uns que les autres, et voilà un barbare chinois, c'est-à-dire nous, un barbare à long nez, et voilà un barbare afghan, pour l'Afghan, donc voilà un barbare berbère, poupée du Mucem, et voilà des cartes de barbarie. Et voilà comment parlent les barbares. Yabon. Et voilà, dans Politique de la langue, qui est une sous-partie de cette partie, voilà une très belle œuvre de Chéri Samba, que vous voyez mal, malheureusement, où il nous explique que les tours de Babel aujourd'hui, c'est de mettre ensemble des gens qui ne parlent pas la même langue et de séparer des gens qui parlent la même langue. Voilà, dans une deuxième partie, ce que j'essayais de vous dire sur les routes de la traduction, et pour lequel je lève des fonds. Nous avons besoin de fabriquer quelque chose comme un plan de métro, un PILI, vous voyez, c'est les plans d'information du métro parisien, qui aurait comme fond la Méditerranée, telle que vous ne la voyez pas d'habitude, mais telle qu'elle est, dans un globe terrestre qui n'est pas orienté par vous, pour vous. Et il y aurait là-dedans des routes de la traduction, quand je vais venir en arrière, voilà, des routes de la traduction
qui sont, comme les routes de la soie, vous appuyez sur un bouton Aristote. Et vous voyez comment Aristote a été traduit, comment ça s'est fait. Vous pouvez avoir un bouton Euclide, un bouton Galien, un bouton Ptolémée, les Mille et une nuits, Marx, Tintin, et autant que vous voudrez, il suffit de les financer. Donc, voilà par exemple ce que nous allons montrer. Nous allons montrer, autour de la route Euclide, un superbe manuscrit d'Euclide traduit en chinois. Et puis, un recueil d'Euclide traduit en hébreu, qui témoigne de la confluence et des conjonctions et des disséminations. Voilà, en même temps, nous allons montrer à chaque fois un objet technique ou un bel objet. En l'occurrence, un objet technique, ça sera une lunette astronomique chinoise. Et le bel objet que je vais aller voir demain, c'est la tenture de l'histoire de l'empereur de Chine, tissée par la manufacture de Beauvais et qui se trouve à Dole. Voilà comment nous travaillons. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a tous ces calculs-là sous les routes de la traduction. Le cartographe de notre laboratoire, Julien Cavreau, travaille sur les Mille et une nuits. Voilà comment nous allons tracer la route des Mille et une nuits à travers tous ces chiffres qui disent à quel moment ça a été traduit, où, en quelle langue, et par qui et à quelle date. Et ça donne des choses comme ça. Voilà comment tout commence en Inde avec le Pantashastra, qui est un recueil de contes en sanskrit. Et voilà comment ça continue à travers l'hébreu, le latin, l'espagnol. Tout ceci, ce sont évidemment des routes animées, je ne sais pas le faire, je n'ai pas pu intégrer la vidéo là. Et vous voyez l'œuvre se promener et se promener en langue. Et là, pardon, là je ne sais pas pourquoi j'ai reculé. Voilà les traductions en hébreu, latin, espagnol, jusqu'à devenir inspiration pour Jean de La Fontaine. Voilà de l'Inde à la France, du Maghreb à l'Occident, comment les Mille et une nuits, qui ont été fabriquées par la traduction. Ça, c'est très extraordinaire. C'est-à-dire que on a apporté à Galland les manuscrits qui lui ont servi à faire un recueil. Et comme ce recueil s'intitulait « Mille et une nuits », il en a demandé d'autres parce qu'il n'y en avait pas 1001. Et donc, il a fabriqué les 1001 nuits à partir de beaucoup de contes enchâssés. Vous savez, l'histoire des 1001 nuits, c'est Scheherazade qui tient en haleine son sultan d'époux qui veut la tuer, mais qui ne la tue pas parce que demain, il va peut-être arriver quelque chose. Bon. Donc, au bout de 1001, c'est acquis qu'il est arrivé quelque chose. Donc voilà ce que nous allons montrer avec à côté des très belles des collections Mucem extrêmement riches sur les 1001 nuits. Alors là j'ai été un peu vite, j'arrête avec les 1001 nuits et je passe à la suite de cette partie qui travaille sur ce que j'ai appelé les équivoques, mais à partir d'un problème très précis, c'est peut-on et comment traduire la parole de Dieu? Quelle traduction horizontale, quelle traduction verticale, comment ça nous tombe dessus, et en quelle langue? Et comment est-ce que ça se répand, c'est-à-dire comment ça se traduit? Et nous avons choisi de travailler là-dessus à partir des 3 monothéismes. Donc de nous demander quelle est la différence entre la manière dont Dieu, avec tous les guillemets que vous voudrez, parle dans la Bible hébraïque, dans la Bible chrétienne et dans le Coran. Et chemin faisant, nous avons, alors je ne vous montre pas tout cela, vous viendrez le voir j'espère, mais chemin faisant, nous avons travaillé sur certaines ambiguïtés de traduction, certaines homonymies, certaines difficultés, et par exemple celle-ci. Ève, elle est née quoi? Elle est née de la côte d'Adam, c'est ce que montre la Bible de Souvigny, ou elle est née à côté d'Adam, et c'est ce que montre Rodin dans La main de Dieu.
Et Moïse, il était Karan. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il était cornu? Ou est-ce que ça veut dire qu'il était rayonnant? Et vous voyez, ici, le Moïse de Michel-Ange, l'autoportrait de Millet en Moïse, avec ses petites cornes, et Chagall, Moïse, recevant les tables de la loi, avec ses rayons qui partent de la tête. J'arrête là, et je passe à la troisième partie de cette exposition, qui va réfléchir sur ce qu'on traduit et ce qu'on ne traduit pas. Donc, première partie, après Babel, Babel, malédiction ou chance. Deuxième partie, les flux et les hommes. Et j'ai été beaucoup trop vite et je ne vous parle pas, évidemment pas de tout. Par exemple, pas des magnifiques, du magnifique travail sur les traductions de Poe par Baudelaire, Mallarmé, Artaud, Pessoa. J'oublie. Et je passe à la troisième partie, traduisible, intraduisible. Qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qu'on ne traduit pas? Eh bien, on ne traduit pas le corps des langues, ce que Derrida appelle l'intraduisible corps des langues, c'est-à-dire aussi bien ce qui se manifeste, si vous voulez, là, dans le Lissitsky, par la différence des corps de caractères, de corpulence des caractères, ou ce qui se manifeste à travers le jukebox des chansons, le signifiant, le son, qui ne se traduit pas, mais qui existe. Là, c'est Emmanuel Naborit Nourit Aviv, le signé en langue dont je vous ai parlé. Voilà quelque chose que je crains que nous n'aurons pas, c'est un idiotisme du chant, with my tongue in my cheek. Bon, mais on aura autre chose. On aura ce qu'il pleut, par exemple. Et j'en arrive à la fin, qui est une manière d'essayer de montrer le ventre. Alors, j'ai gardé deux œuvres là. Celle-ci, le triple autoportrait de Johannes Gump, où on le voit entre lui-même et lui-même. Bon, ni tout à fait lui, ni tout à fait un autre. Et, ce Marcus Retz, Métamorphose, où vous voyez cet homme au chapeau dont l'ombre projetée dessine un lapin. Et cela qui est mon regret, car nous n'allons pas la voir, mais peut-être nous allons pouvoir le fantasmer, le montrer quand même. Reproduction interdite de Magritte, c'est tout Magritte qui se situe entre. Et vous voyez deux fois quoi? Deux fois le dos de quelqu'un qui a Edgar Poe à sa droite et qui n'est jamais de face, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais où est l'original. Voilà. Eh bien, je voudrais... Non, je conclus par une autre image. Une image que j'ai prise. Je conclus par le concours photo que je voudrais que nous fassions, que nous allons faire, en partenariat avec Philosophie Magazine, autour de la traduction dans le biotope contemporain, la traduction aujourd'hui autour de nous. Et je voudrais vous montrer la photo que j'ai prise récemment à Calais, comme photo hors concours. La voilà. School, école, et je ne sais quoi, parce que je ne sais pas le lire. En arabe, oui, et ensuite, il y a une autre langue. Cela dans le désert de la zone sud démantelée, conduisant à une école encore existante, avec une maîtresse, des professeurs et des enfants. Et ces photos commentées, ce concours de photos sera un concours de photos commentées. Et je vous propose le commentaire suivant, qui est une phrase de Arendt. Apparemment, personne ne veut savoir que l'histoire contemporaine a créé une nouvelle sorte d'êtres humains, ceux qui sont mis dans des camps de concentration par leurs ennemis et dans des camps d'internement par leurs amis. Je vous remercie. J'aurais presque envie de vous donner tout de suite la parole,
Je voudrais quand même vous remercier. Muchas gracias. Shukran. Obrigado. Efkaristopoli. Vielen Dank. Siessie. Paldies. Tout ça, ça ne veut pas dire exactement merci. Et en vous écoutant, même chose pour le mot frontière. Frontière, c'est le substantif d'un adjectif féminin et masculin frontier. Ça vient de front, mais c'est aussi aller en frontière, sur la ligne de front. C'est un terme qui s'est développé à la fin du XIXe siècle en raison du service militaire, puisque vous êtes sur service militaire aux frontières. Mais auparavant, on employait d'autres termes, les limites, les confins, regere finesse, régler les confins, c'est-à-dire l'État. Confini en italien, Grenze en allemand, Granitza en slave, border, boundary, qui est plutôt cadastral au Royaume-Uni, frontier aux États-Unis, c'est le front pionnier, le front de la conquête, hudud et bien d'autres termes en arabe, en ottoman, en grec byzantin, en oros en grec, qui est la montagne en fait. Qui est la définition aussi. Et la définition est la montagne, etc., etc. Alors, une première question. Bon, le mot frontière n'est pas évidemment dans l'une des 400 entrées de votre dictionnaire, mais est-ce que la limite est une notion philosophique ? Je me souviens dans Kant, dans les Prolégomènes à toute métaphysique future, il introduit à un moment sur la connaissance scientifique une distinction entre die Grenze, la limite, la frontière aujourd'hui en allemand, et die Schranke, qui est la borne. Il introduit une distinction claire, et d'un côté, quand on pose une limite, on sait qu'il y a un autre, alors que quand on pose une borne, on est dans une logique de clôture, c'est-à-dire de négation. Donc on s'interdit tout progrès scientifique dans la connaissance. Donc je voudrais que vous puissiez mais vous avez au fond répondu dès votre introduction sur cette idée. Au fond, est-ce que la limite est une notion philosophique ? Évidemment aussi au plan politique, mais on pourrait, on en parlait tout à l'heure, se rapporter aussi à la question de la loi. Le deuxième point, c'est peut-être dans la situation contemporaine, vous parlez du biotope contemporain. Le biotope contemporain a été pendant longtemps caractérisé par un discours du sans-frontières, toutes les formes de sans-frontiérisme. On voit même, alors c'est le grand marché globish, le grand marché sans frontières, il n'y a plus de frontières linguistiques, on ne parle plus qu'une seule langue, une novlangue, comme vous l'écrivez. Il y a un discours d'abolition des frontières avec les nouvelles technologies, ou plutôt l'illusion, on en avait parlé dans la conférence précédente, que les technologies de communication seraient sans frontières, c'est-à-dire hors sol, alors qu'en fait les data centers, les serveurs sont bien localisés dans les pays, je dirais, dominants, comme on le sait, surtout d'ailleurs aux États-Unis. Est-ce que, de votre point de vue, ce monde qui vient ne risque-t-il pas de se déstructurer complètement de la même façon que vous l'indiquez pour le globish, mais il y a des phénomènes avec des réactions souvent brutales. Et un troisième point, très bref, c'est le lien langue-nation que vous avez relativisé. J'étais à Barcelone il y a 15 jours pour un débat sur les thèmes de citoyenneté avec la Commission européenne. D'ailleurs, on m'a demandé de parler globish et non pas espagnol, et encore moins le français, bien sûr, qui est en train de disparaître. Et là, on voit très bien qu'on est dans une région d'Espagne qui se considère comme une nation fondamentalement sur la base de sa langue. Et c'est une langue qui se voudrait un peu un logos, c'est-à-dire qu'on finit par ne plus pouvoir parler l'espagnol, alors que en fait tout le monde le comprend, tout le monde l'a étudié. Comment est-ce que vous... Bon, c'est une question plus de géographe, si vous voulez, mais ce lien nation-langue que vous relativisez pour les raisons que vous nous avez exposées, peut-il être quand même... Il reste opératoire, notamment dans toutes les revendications de souveraineté
dans cette ligne que Freud avait bien indiquée dans les années 30 du siècle passé, c'est-à-dire l'affirmation du narcissisme des petites différences. Je m'en tiendrai là pour commencer, parce que je crois qu'il est important que le dialogue s'instaure le plus vite possible, largement. Alors, première question, en effet, la limite, elle se décline comme tout en mots qui, donc, la définissent et la caractérisent différemment. Vous avez tout à fait raison, comme bonjour, bon, la limite ô combien, pareil. Mais bien sûr que c'est une notion philosophique. Et je me souviens que quand j'étais en Hippocane, j'avais un professeur de philosophie absolument extraordinaire qui s'appelle Michel Deguy, qui est un grand poète. Et à l'époque, il était professeur de philosophie à Pasteur. Et il nous avait donné comme premier sujet la limite. Et j'avais eu 9 avec ce commentaire « Le côté dialectique est entrevu ». Je m'en souviendrai toujours. Donc, bien sûr, la limite est une notion philosophique, bien sûr, en ce qu'elle est, ne serait-ce que cela, dialectique. Alors, pour la deuxième question, la technologie sans frontières, moi j'ai travaillé sur Google. Oui, ça je pose la question. Oui, j'ai travaillé sur Google et j'ai intitulé mon livre, qui est assez critique, Google Moi, la deuxième mission de l'Amérique. Donc, bien entendu, ça n'est pas n'importe où. C'était comme ça. Il faut dire que j'ai écrit ce livre au moment des Twin Towers et de la destruction, et donc de Bush. Mais il est quand même très clair que Google est un certain monde et pas un autre. Et que... simplement, je suis en train de traduire... Enfin, bon, par rapport aux langues, disons-le très simplement. Google se vante d'être omnilingue. Simplement, il appelle ça des linguistic flavors. Je trouve ça très juste. C'est-à-dire, c'est comme des goûts de glace, là, des parfums de glace. Mais ce que j'observe pour avoir été beaucoup ces derniers temps en Chine, c'est que là, Google est autre. C'est-à-dire que c'est l'émancipation. Baidu. L'émancipation contre Baidu. Et bon, quand je faisais cours à Shanghai, et tous les matins, il y avait un étudiant qui venait me faire sauter les barrières de la nuit. C'est-à-dire les barrières qui avaient été mises pendant la nuit par le gouvernement, de nouvelles barrières, pour qu'on ne puisse pas rentrer sur Google. Donc ce jeu-là est très extraordinaire. Et c'est au cœur de ce jeu que nous sommes. Il me semble que, si vous voulez, selon... Alors, ça me conduit à ma troisième réponse. Vous touchez là du doigt quelque chose de l'ordre du relativisme conséquent. C'est-à-dire que, selon le lieu où on est, selon le moment où on est, eh bien, il y a un meilleur pour. Et ça n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que, pour moi, en Chine, Google, c'est meilleur pour. Le contexte. Et évidemment, ça n'est pas meilleur tout court. Et ma troisième réponse, donc, entre comment faire le rapport langue-nation, je le mettrais bien là, sous le sigle, sous l'auvent du meilleur pour. C'est-à-dire que je suis corse d'adoption. Je ne parle pas corse, mais je vois bien comme c'est important pour les Corses de parler corse. Et pour les Basques, de parler basque. Et je crois que c'est meilleur pour, à un moment donné, et pour quelque chose de précis. Et ça n'est pas bon tout court. C'est-à-dire que l'enracinement langue-peuple, ça n'est pas bon tout court. C'est opposable dans certains cas. Comme les droits de l'homme. Je ne pense pas que les droits de l'homme
malgré la Déclaration universelle, soit un universel toujours tranquille. Je pense que c'est un universel approprié. Mais je pense aussi que, eh bien, il faut être pour les droits de l'homme quand on parle du Tibet en Chine. Voilà. Et il faut considérer ça comme un universel, à ce moment-là. Donc, si vous voulez, le fond de toute cette... disons, de ce que je peux penser dans tout ça, c'est que il convient d'essayer de fabriquer un relativisme conséquent. Et si je continue un tout petit peu, qu'est-ce que c'est que ce relativisme conséquent ? C'est de ne pas croire qu'il y a la vérité, avec un grand V, une, unique, mais penser qu'il y a ce qu'on fabrique et que ce qui est de notre responsabilité, ce qu'on fabrique, et que la partition vrai-faux n'est pas si bonne que ça, n'est pas si vraie que ça. De même que la partition valeur-fait. Je vous raconte là la fin du livre de Austin sur Qu'en dire, c'est faire. Il dit, Austin, vous savez, c'est celui qui met en lumière ce que c'est que la performance. Pour moi, toute langue est de la performance. Et dire que la langue est autre chose que de la communication, c'est dire que c'est de la performance. Eh bien, Austin, celui qui dit ce que c'est que le performatif, c'est « la séance est ouverte, je vous déclare unis par les liens du mariage ». Qu'en dire, c'est vraiment faire. Eh bien, étendez ça à ce que fait une langue. Une langue dit « bonjour » en créant quelque chose de l'ordre de la bonne journée ou en créant quelque chose de l'offre de paix ou du vœu de paix. Pas tout à fait pareil, d'accord. Donc, si vous prenez cela sous le chef de la performance, vous prenez ça déjà sous le chef d'autre chose que la vérité. Et à ce moment-là, vous appelez la vérité d'un mot peut-être un peu lacanien, enfin tout à fait lacanien, qui est la varité. Évidemment, il joue, mais tant mieux de temps en temps. Donc, meilleur pour, c'est une histoire de culture, de paideia, d'apprentissage. Il faut... Je suis pour la culture, je suis pour l'enseigner, je suis pour enseigner les cultures. Et pour enseigner, pour tenter d'enseigner à choisir au mieux, ici et maintenant. C'est ce que Arendt appelle le jugement, le goût. Et elle dit, serait-ce que le goût est une faculté politique ? Réponse, oui. C'est pour ça qu'on était très gênés sous Sarkozy de temps en temps. Enfin, on est gênés autrement aussi. Ce soir, nous sommes au musée des civilisations. Voilà. Et donc, je déclare la séance ouverte pour les questions et les réponses. Merci. Bonsoir. Je ne sais pas si on a besoin de se présenter ou on va directement sur les questions. Comme vous voulez. Je m'appelle Martine Besto et je suis linguiste. J'ai peut-être deux questions. La première, c'est l'intraduisible, mais je pense que vous n'êtes pas allé jusqu'à les différences culturelles. Et c'est un sujet qui est très intéressant, mais qu'on retrouve dans la traduction, c'est-à-dire les non-dits des cultures qui apparaissent justement lorsqu'il y a le choc des cultures. C'est-à-dire que même les gens ne comprennent. On est dans ce non-dit. Donc je pense que là, il y a un très vaste sujet qui est dans l'intraduisible, qui est très, très intéressant. La deuxième question que je voulais, c'était apprendre les langues. De mon expérience, la France a une tradition d'apprentissage des langues par la traduction, qui est un grand obstacle à l'apprentissage des langues. Donc voilà, donc je voudrais
sur la traduction étant un pont entre différentes cultures et différentes langues formidables, mais la traduction comme apprentissage des langues, c'est vraiment une tragédie dans la pédagogie voilà. Donc je voulais savoir votre retour là-dessus. Alors je commence par cette deuxième question. You mean that the French people speak very bad English, and you are absolutely right. Bon. Simplement, le problème n'est pas celui-là quand on travaille sur la traduction. Vous avez tout à fait raison que pour communiquer, pour apprendre des langues en tant qu'outil de communication, il faut faire autre chose que traduire. Mais si vous voulez apprendre des langues qui ne sont pas seulement en tant qu'outil de communication, mais aussi en tant qu'ayant des auteurs et des œuvres, c'est-à-dire des langues qui ont quelque chose à vous dire, pas seulement do you go to the pictures, mais quelque chose à vous dire, à ce moment-là, traduisez. Et l'apprentissage de la traduction, c'est, si vous voulez, pour moi, l'apprentissage de la différence des cultures, l'apprentissage de ce que c'est qu'un texte, de ce que c'est que lire, de ce que c'est que comprendre, de ce que c'est qu'interpréter, de l'arbitraire et de la liberté, et en même temps des contraintes de ce qui existe. Donc c'est un apprentissage beaucoup plus vaste que celui qui va vous permettre de circuler pour aller demander le thé. Voilà, c'est ça le point. Alors, bien sûr, la traduction est un obstacle pour aller voyager, si vous voulez. Ce n'est pas la bonne manière de vous faire apprendre quelque langue que ce soit. Simplement, c'est la bonne manière de vous faire apprendre quelque langue que ce soit. Voilà, c'est ça ma réponse. Alors maintenant, pour la première question, celle qu'il y a entre, ce qu'il y a de plus profond, de presque intouché, hors langue, hors tout. Si on avait à s'en approcher, je dirais que là où on a presque essayé de le faire, c'est en montant le projet, qui n'est pas du tout achevé et qui n'est pas du tout sorti de terre encore, d'une maison de la sagesse, et en travaillant avec les associations de Marseille, par exemple, et en particulier avec le département des publics. Les deux choses sont indépendantes. Le département du public n'a pas à connaître de la maison de la sagesse, mais pour moi, tout ça va ensemble. On travaille là sur ce que ce serait, par exemple, quelles premières difficultés on pourrait rencontrer quand on a à remplir, pour une demande de séjour, une simple fiche d'identité qui dit quel est votre nom. Quel nom on met? C'est pas si évident que ça. Et quel âge on a? C'est pas si clair. Et on travaillait, par exemple, faire un atelier sur comment remplir les papiers administratifs. C'est un atelier qui nous emmène très loin dans le non-dit des cultures. Et ça, c'est quelque chose que nous souhaitons faire. Ce qui nous conduirait à faire un lexique des bureaucraties comparées. Il y a beaucoup de choses à en dire, et c'est très profondément structuré, structurant, structural. Je ne parle pas seulement, évidemment, de l'arcade des langues que, en tant que linguiste, vous connaissez bien, que j'évoquais avec l'ordre des mots, ou avec la manière dont on peut mettre les verbes à la fin en allemand, enfin, avec la structure syntaxique de la phrase, ce que Benjamin appelait l'arcade des langues. Non, je parle là de ce qui est vraiment non dit. Remplissez donc un papier pour devenir français. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive. Moi, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas clair. Bon, voilà. Et à côté de ça, remplissez-en un autre pour demander la nationalité allemande. Vous allez voir, ce qu'on vous demande, c'est tout à fait différent. C'est très bizarre. Et là, vous avez vraiment du non-dit des cultures. Madame, devant. Merci. En écho à ce que vous venez de dire, un ami touareg disait « Ma mère est née l'année où il y a eu beaucoup d'étoiles filantes ». Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, autre chose, j'ai eu le bonheur d'entendre souvent Mohamed Harkoun
historien, islamologue, qui était dans la partition du logos, du pathos et du mythos. Et c'est une partition qui fonctionne quand même. Peut-être parce que j'ai fait du latin grec, je reste attachée à cela. Et je vais défendre un tout petit peu cette partition par rapport à, comment dire, à cette attaque du logos en règle qu'on peut peut-être voir dans ce que vous dites, qui n'est pas ça, bien évidemment, mais qu'on pourrait peut-être ressentir. Et puis alors, autre petite question, n'y a-t-il pas quelquefois un problème de traduction? Je pense à Lacan, quand il disait il n'est pas donné à tout le monde de parler chinois dans sa propre langue. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'il faisait, lui. Et il disait que s'il n'avait pas rencontré des gens pour lui apprendre le chinois, il n'aurait jamais écrit comme il écrivait, il n'aurait jamais pensé ce qu'il pensait. Voilà. Il pensait en particulier à Cheng, à François Cheng, avec qui il a longtemps travaillé. Mais pour revenir à votre première question, les mots grecs sont magnifiques. Logos, pathos, mythos, ce sont des sémanthèmes d'une richesse énorme. La partition, c'est encore autre chose. Bon, logos, mythos, réfléchissons-y à 3 fois, mais ça fait rien. Simplement, mon attaque en règle, qui est une attaque en règle contre la pseudo-universalité du logos, oui, contre l'universel, c'est pas une attaque contre le logos, c'est une attaque contre l'idée que, eh bien, là, une langue, contre l'idée qu'il y a l'universel et puis dehors. Hein, et cette idée-là, moi, elle me vient d'un travail très précis et très lourd que j'ai fait sur la métaphysique d'Aristote, et en particulier sur le principe de non-contradiction et la manière dont il est établi chez Aristote. Aristote, alors je peux vous le raconter, mais c'est peut-être un petit peu dur ou un petit peu long, je ne sais pas. En tout cas, pour Aristote, quand il démontre le principe de non-contradiction, il le démontre à partir d'une série. Il dit, voilà, parler, l'égein, et tous les hommes sont des animaux doués de logos, hein, donc parler, c'est dire quelque chose. Dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. C'est maineiti. Et signifier quelque chose, c'est signifier une seule chose et la même pour soi-même et pour autrui. Et tous ceux qui ne parlent pas comme ça, ben, ils ne parlent pas du tout. Ils ont un logos de plante. Et c'est ce qu'il dit. Hein, je peux vous mettre des guillemets là où il faut. Hein, logos de plante, en tout cas. Homoios phyto, comme une plante. Bon. Et qui parle comme une plante? Ben, ceux qui ne parlent pas comme lui. C'est-à-dire, et il explicite qui c'est, ceux qui prêtent attention, ou pour qui il n'existe que, ce qu'il y a dans les sons de la voix et dans les mots. C'est-à-dire ceux qui prêtent attention aux signifiants et non pas au sens unique, à l'insens. Évidemment, ça veut dire que tout ce qui est homonyme, par exemple le mot sens dont je vous parlais, tout ce qui est plurivoque, vite il faut se dépêcher d'en faire trois tronçons. On ne peut pas supporter que quelque chose soit vacillant, équivoque, chancelant. La chancelante équivocité du monde, non. Et vous voyez bien que ça s'oppose en premier chef à quelque chose de l'ordre de la psychanalyse, à quelque chose de l'ordre de la poésie. C'est Francis Ponge qui, dans un extraordinaire poème où il parle de l'écriture, dit il faudrait que les mots aient, que chaque mot ait, qu'on l'entende dans chacun de ses sens. Et ça pourrait plaire aux métaphysiciens comme à la cuisinière. Et ça s'appelle pratique d'écriture. Pratique d'écriture. Que chaque mot soit à sa place dans chacun de ses sens. Voilà évidemment ce qu'un philosophe bon teint comme Aristote ne peut tolérer. Ceux qui font ça, c'est des plantes. Mais on peut les appeler des barbares.
En tout cas, on les appelle des sophistes. Il se trouve que je m'appelle Michel Neumayer. Il se trouve que j'ai fait des études d'allemand et à un moment donné, j'ai lu Kafka. Et dans les années 80, il y a 85, il y a 3 traductions différentes de Kafka qui sont parues en français. Goldschmidt, l'Ortolari et puis la plus ancienne, le nom m'échappe maintenant. Et alors, j'avais organisé un atelier à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait d'un texte qui s'appelle Le procès, d'un auteur qui s'appelle Franz Kafka, quand on voit qu'en français, il donne lieu à 3 textes différents. Et avec des petits détails, on travaillait sur le début du texte et on s'apercevait tout de suite que ce n'était pas la même chose. Et pourtant, il y avait un texte d'origine qui est Kafka. Alors, au fond, on peut se demander, à partir de là, si Kafka existe. Est-ce que, parce que dans la traduction, il y a toujours quelque part l'idée que le texte original est là et qu'on va bricoler quelque chose qui colle avec la langue d'arrivée. Mais quand on voit la multiplicité des possibilités de traduire, on se dit, au fond, qu'est-ce qu'on traduit ? Justement. Il n'y a pas d'objet initial. C'est donc très insécurisant. Vous avez de la chance d'être hors sécurité. C'est une chance. La chancelante équivocité, c'est une chance, à mon avis. Après Babel, c'est une chance. Non, mais je dirais, la pluralité des traductions montre la pluralité des facettes d'un texte, la pluralité de ses interprétations possibles. Elle ne montre pas que le texte n'existe pas. Moi, je pense qu'il y a eu un monsieur Kafka. Je pense, en revanche, qu'il n'y a pas eu de monsieur Homère. Ça, c'est autre chose. Hein, c'est pour d'autres raisons. Mais il y a eu un monsieur Kafka qui a écrit ça, bon, moyennant tous les travers de la philologie. Il va falloir quand même qu'on sache à peu près ce qu'il a écrit. Et puis il a peut-être eu plusieurs versions. Mais le fait qu'il y ait plusieurs traductions, c'est comme le fait qu'il y ait plusieurs langues. C'est plutôt plus riche et plutôt moins fini que une origine inaltérable. Il y a bien un texte original que d'ailleurs vous ne voyez pas dans les traductions. Et c'est pour ça que, de même que je prie quand même les faiseurs de manuels de mettre des textes, je prie tout le monde de faire des bilingues. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et j'en fais, dès que je peux. Absolument. Alors, qui a... Monsieur. Christophe April. Oui, il y a une prolifération contemporaine de mots vides hein, dans ce globish que vous avez joliment évoqué. Les mots tels que vivre ensemble, lien social, projet, coopération, mutualisation, etc. Le mot projet est un mot extraordinaire de ce point de vue. Donc ma question, 2 questions. Comment est-ce que vous interprétez cette prolifération ? Comment est-ce que vous le raccordez à ce que vous avez évoqué sur cette langue des institutions? Et deuxième question, est-ce que dans l'exposition que vous êtes en train de préparer, est-ce que vous allez aborder ce versant, peut-être pas philosophique, mais très politique, qui rejoint d'une certaine manière un peu en creux les dimensions politiques que vous avez largement évoquées ce soir? On va essayer. On va essayer de le montrer, c'est pas facile. Il y a une partie politique de la langue qui réfléchit à ce que c'est que l'imposition d'une langue unique et qui réfléchit, par exemple, à partir de modèles et de contre-modèles. Moi, je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passait en Afrique du Sud au moment de la commission Vérité et Réconciliation, par exemple. Et la première constitution, l'ébauche de constitution, était en 11 langues nationales, mais dans chacune de ces langues, il y avait un mot zoulou qui restait, le mot Ubuntu, et qui était estimé non traduisible, c'est-à-dire non exhaustible dans une autre langue. On pouvait le traduire par réconciliation, on pouvait le traduire par fellowship, mais bon. Et ce genre de choses, on va essayer de le montrer. Ne serait-ce qu'en montrant les 11 versions de la Constitution avec le terme Ubuntu qui reste dedans. Mais vous voyez, Chéri Samba, c'est bien ça dont il s'agit. Et en fait, je compte sur vous aussi pour le montrer en participant au concours photo.
Et vous avez cité un mot qui a été forgé par Hannah Arendt. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Zusammenleben. Oui, bon voilà. Et c'était plus normal en allemand. Oui. Et, non, mais il peut y avoir une déperdition. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une formation de mots normale. Alors que vivre-ensemble, c'est une fétichisation d'une formation de mots normale. Et maintenant, on ne parle plus que du vivre ensemble. Donc, un tiret, c'est quelque chose de très grave. Monsieur ? Bonjour, je vois que vous avez mis beaucoup de bouillie romantique dans toutes les langues et les mots, comme d'habitude. Quoi, se dire, faut pas oublier que les frontières ont été faites par les guerres, les États payent les guerres. C'est triste, mais c'est comme ça. Et maintenant, c'est plutôt les crédits qui ruinent les États. Ça, c'est autre chose. Alors, je voudrais savoir si une langue existe vraiment, parce que moi, je me demande si c'est pas des morceaux d'autres, puisque regardez, depuis l'édit de Cotteret, bon, on va en parler latin. L'édit de Cotteret a fait qu'on a fait une langue et ça fait des morceaux d'autres langues, puisque la langue française ce n'est que des morceaux de grec, des morceaux de latin, il y a même de l'arabe, maintenant on parle presque d'anglais, il y a de l'anglais qui rentre, ça sort, ça rentre, presque vraiment une langue c'est vraiment quelque chose et qui existe. Vraiment, moi je me demande, moi, parce que comme beaucoup de langues, il y a c'est des morceaux d'autres langues. Les langues pures ça n'existe pas, peut-être le latin, et je voudrais savoir, parce que Arendt, en philosophie, vous avez un concept, on ne philosophe pas un concept ni un mot, mais alors est-ce que des mots pourraient, par exemple les Inuits, ils ont 10 mots pour dire blanc, nous on s'en fiche, je crois que, je veux dire, nous on n'a pas besoin de ça, est-ce que c'est pas un besoin? Est-ce que par exemple on m'a appris les faux amis, vous savez, les faux amis, il y a beaucoup de faux amis, comme sinistra en italien ou des trucs comme ça, est-ce que c'est pas des décrets, on décrète et puis c'est tout, est-ce que il n'y a pas beaucoup de choses qui est dit là-dessus, et c'est tout du romantisme, quoi, je veux dire. Vous posez trop de questions à la fois, là, je vais avoir du mal à répondre. Mais je retiens bouillie romantique, hein. C'est pas faux, c'est bien le romantisme allemand qui nous a appris un certain nombre de choses. Ensuite, qu'est-ce que je retiens Les importations. Les importations, oui, une langue faite d'un tas de boue. Mais bien sûr. Mais ça rentre et ça sort, et c'est comme ça que ça se fabrique, c'est une énergie, une langue. Il n'y a pas de corps pur, d'accord, il n'y a pas de... Vous savez, le couteau sans lame auquel manque le manche, c'est toujours le même couteau quand même. Eh bien, la langue, c'est pareil. La langue, ça bouge parce que c'est vivant. C'est un organisme vivant. Pour ça que le couteau, c'est ridicule, c'est juste pour faire croire qu'un couteau est vivant. Mais vous êtes vivant, et pourtant, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de choses de vous quand vous étiez petit. Eh bien, c'est sur ces mots. Merci beaucoup à Barbara Cassin et à Michel Fouché. Ceux qui veulent converser avec Barbara Cassin encore, il y a donc à la librairie, la table de la librairie. Et puis, revenez nombreux pour nos prochains cycles. Bonne soirée.